au sujet principal de la vidéo, qui est la lecture d'un bouquin extraordinaire intitulé La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Je sais pas comment ça se prononce, c'est de l'allemand, mais Peter. Alors, qu'est-ce qui a changé pour moi ces derniers mois qui fait que je n'ai pas tourné de vidéo? Je vous mettrai un petit timecode pour les personnes qui ont envie de passer directement à la lecture. Moi, depuis janvier, j'ai fini les cours au sens purement d'aller en classe tous les matins parce que je suis en autonomie pour mon mémoire. C'est compliqué, c'est vachement compliqué de bosser tout seul tout le temps, ce qui fait que du coup, bah, j'ai du mal à avancer sur mon mémoire et j'avais pas du tout envie de me mettre des distractions, sachant que du coup bosser chez soi toute la journée, ça a quand même son lot de distractions, donc je voulais pas en plus me mettre la pression, genre faut que tu fasses des vidéos, il faut que tu montes telle vidéo que t'as tournée. En plus, bon, je sais plus si je vous l'avais déjà dit parce que j'ai l'impression d'en parler à peu près à chaque vidéo, sauf qu'à peu près à chaque vidéo je le coupe au montage parce que personne n'a envie de m'entendre râler. Mais le fait de tourner des vidéos me plaît pas forcément. J'aime beaucoup. Putain, il fait bien du bruit ce truc là. Le fait de poster des vidéos et d'interagir avec vous et tout ça, j'aime. Mais le fait de devoir les tourner, ça me met la pression de fou parce que si vous n'avez jamais tourné de vidéo ASMR, vous ne pouvez pas deviner à quel point c'est contraignant. Genre, le moindre bruit extérieur va me demander des efforts supplémentaires au montage. Les grandes fenêtres de mon appartement laissent entrer beaucoup de bruit. Je vis avec un chat plus un copain qui ont le droit de vivre et qui du coup font également du bruit. Donc c'est compliqué, ça me facilite pas la vie, disons. Et faire du montage vidéo quand on est hyper confiant et hyper assuré ou détaché de son image, j'imagine que c'est agréable, mais moi je suis pas du tout assurée, détachée de mon image, donc voir ma tête pendant des heures de montage, enfin des heures, j'exagère pas tant que ça, voir ma tête pendant le montage, ça m'est assez désagréable, et surtout entendre ma voix, c'était ça le pire, c'est de m'entendre parler pendant 2 heures. Voilà, c'est des choses que j'avais pas prévu que j'aimerais aussi peu, mais le fait est que voilà, c'est extrêmement difficile pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'arrête pas la l'ASMR. Pas pour l'instant, j'allais dire pas du tout, je sais pas, pas pour l'instant. Voilà, mais vraiment de temps en temps, quand ça me prend pas la tête, il faut pas que ça devienne une énorme prise de crâne parce que sinon ça ne va pas le faire. Pour vous donner un petit peu une idée des vidéos à venir, c'est pas garanti que je les fasse, c'est juste pour vous donner un petit insight. J'aimerais bien vous emporter avec moi pendant une vidéo sur le terrain quand je fais une enquête de terrain en géographie. Donc dans le cadre de mon mémoire, il faut que j'aille beaucoup sur le terrain et j'aimerais bien vous emmener avec moi. Normalement on est lundi là quand je parle. Vendredi j'ai un rendez-vous en mairie et
images, tout ça. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu complexe, les droits d'auteur et tout. Donc on verra. J'aimerais bien vous la faire cette vidéo parce qu'elle serait vraiment cool, mais on verra. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? J'ai plein d'autres vidéos notées dans les notes de mon téléphone, mais c'est mon téléphone qui filme, donc ça va être compliqué de vous les lire actuellement. Je peux en afficher 2-3 là peut-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous intéressent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées aussi s'il y en a qui
comment j'aime pas ça. En fait, je sais que j'ai les capacités, je sais que genre, je suis un très bon bulletin et tout, mais j'ai toujours l'impression d'être extrêmement nulle et de dire des choses qui sont uniquement pas pertinentes. Du coup, ça me facilite pas la vie. Mais bref, le racontage de life est fini. On va passer à la vie secrète des arbres. Ce bouquin, il est extraordinaire parce qu'il a changé la vision de tous les gens qui l'ont lu. C'est un bouquin, je le connais parce qu'on l'a offert à mon grand-père il y a des années. Mon grand-père qui est une des personnes qui connaît le mieux la nature et qui aime le plus la nature que j'ai jamais rencontrée. Et ce livre lui a fait une très forte impression. Oh, vous avez entendu mon genou craquer là. Et donc je l'ai acheté il y a quelques temps. Je ne l'ai pas encore lu en entier, j'ai lu vraiment que une trentaine de pages. Mais à chaque fois que je lisais une ligne, je me disais mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Il faut qu'il y ait plus de gens qui savent et tout, qui sachent. Il faut qu'il y ait plus de gens qui sachent. Mais quoi de mieux pour diffuser une information intéressante qu'une vidéo ASMR. Et donc je vais vous lire la quatrième de couverture et après on va passer au bouquin. Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter Wolpen nous apprend comment s'organise la société des arbres. Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les arbres communiquent entre eux, répondent avec ingéniosité aux dangers, prennent soin des malades grâce à leur système radiculaire. Les parents vivent avec leurs enfants et les aident à grandir. Après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres, par bien des côtés plus résistants et plus inventifs que les humains, votre promenade dans les bois ne sera plus jamais la même. Forestier en Allemagne et prodigieux conteur, Peter Wolpen s'appuie sur les dernières connaissances scientifiques et multiplie les anecdotes fascinantes pour partager sa passion des arbres. Véritable phénomène, ce livre a rassemblé 1 million de lecteurs en France. Quand j'ai commencé ma carrière de forestier, j'en savais à peu près autant sur la vie secrète des arbres qu'un boucher sur la vie affective des animaux. La sylviculture moderne produit du bois, en d'autres mots, elle abat des arbres, puis replante de jeunes plants. La lecture des revues spécialisées permet de comprendre que la bonne santé d'une forêt n'a d'intérêt que dans la mesure où elle participe d'une gestion optimale. Cette perception suffit également au quotidien du forestier qui finit par avoir une vision déformée des choses. Une large part de mon travail consistant à estimer la qualité intrinsèque ou la valeur marchande de centaines d'épicéas, de hêtres, de chênes ou de pins, je ne voyais les arbres que sous cet angle. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à organiser des stages de survie en forêt et des circuits cabanes forestières pour le public. Vinrent ensuite la création d'un cimetière forestier naturel et la mise en réserve de boisements où la nature allait pouvoir reprendre ses droits. Les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec les visiteurs ont corrigé mon regard sur la forêt. Les arbres mal conformés ou noueux que j'avais l'habitude de déclasser suscitaient l'enthousiasme des promeneurs. À leur contact, j'ai appris à voir autre chose que les beaux troncs bien droits et à apprécier les racines aux formes étranges, les formations insolites, les coussins de mousse sur une écorce. L'attrait pour la nature, qui m'anime depuis mon enfance citadine, se raviva. Je découvris soudain d'innombrables phénomènes extraordinaires dont l'explication m'échappait. À la même époque, l'université d'Aix-la-Chapelle entama un programme de recherche dans mon district. De nombreuses questions trouvèrent alors une réponse et au moins autant de nouvelles surgirent. La vie de forestier redevint passionnante. Chaque journée en forêt était l'occasion de découvertes. L'exploitation forestière dut adapter ses méthodes. Quand on sait qu'un arbre est sensible à la douleur et à une mémoire, que des parents arbres vivent avec leurs enfants, on ne peut plus les abattre sans réfléchir, ni ravager leur environnement en lançant des bulldozers à l'assaut des sous-bois.
ne serait-ce qu'un minimum. Or, sans feuilles, donc sans photosynthèse, c'est impossible. Aucun des êtres vivants de notre planète ne résiste à une privation de nourriture de plusieurs centaines d'années, et cela vaut aussi pour les vestiges d'arbres, du moins pour les souches qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes. À l'évidence, ce n'était pas le cas de celle-ci. Elle bénéficiait de l'aide que les arbres voisins lui apportaient par l'intermédiaire des racines. La transmission de substances nutritives s'effectue soit de façon diffuse par le réseau de champignons qui enveloppent les pointes des racines et contribuent ainsi aux échanges, soit par un lien racinaire direct. Je ne pouvais savoir quelle forme de transmission était ici à l'œuvre, car je ne voulais pas causer de dommages à cette vénérable souche en fouillant le sol. Mais une chose était sûre, les êtres environnements lui diffusaient une solution de sucre pour la maintenir en vie. Petite parenthèse, mais c'est pas incroyable déjà là. Vous avez pas déjà appris en 14 pages plus de choses que durant votre vie entière sur les arbres? J'étais stupéfaite et pourtant, sans vouloir me porter en experte des arbres, ce que je ne suis pas, je passe quand même énormément de temps en forêt. Je sais reconnaître la plupart des essences françaises sans problème, bien que je me mélange un peu entre les conifères, mais sinon sans problème quoi. Et j'ai toujours été élevée avec des gens qui connaissaient les arbres, qui en prenaient soin. J'ai récolté de la sève de bouleau quand j'étais petite. J'ai grimpé dans tous les arbres possibles et imaginables, et pourtant j'ai découvert tellement de choses en si peu de pages. Ça m'a éperluée vraiment. Les arbres, c'est peut-être la chose que j'aime le plus au monde. Rien qui me provoque autant d'admiration stupéfaite que les arbres. Et je suis tellement ravie de découvrir encore des choses sur eux, enfin encore plus que jamais d'ailleurs, parce que je suis loin d'avoir tout compris sur les arbres. Et je suis vraiment ravie de le partager avec vous, parce que bon, j'espère que vous êtes aussi euphorique et enthousiaste que moi, parce que sinon c'est un peu à sens unique. Bref, là du coup on a une souche qui est morte depuis 500 ans et qui est nourrie par les arbres alentours. C'est une dinguerie. On peut observer cette association des arbres par leurs racines au bord des chemins, là où la pluie a lessivé la terre des talus et mis au jour les systèmes racinaires. Des scientifiques ont constaté dans le massif forestier du Harz en Allemagne que la plupart des individus d'une même espèce et d'un même peuplement sont reliés entre eux par un véritable réseau. L'échange de substances nutritives et l'intervention des arbres voisins en cas de besoin serait la norme. Il apparaît ainsi que les forêts sont des super-organismes, des organisations structurées comme le sont par exemple les fourmilières. Il est légitime de se demander si les racines des arbres ne se développent pas au hasard dans le sol et ne s'associent pas simplement avec les congénères rencontrés sur leur chemin. L'échange de substances nutritives ne serait pas intentionnel et la structure en communauté sociale serait un leurre, puisque seules des transmissions fortuites seraient à l'œuvre. La belle image d'une entraide sociale active céderait la place à la loi du hasard, qui serait toutefois également d'intérêt pour l'écosystème forestier. Le fonctionnement de la nature n'est pas si simple. Les végétaux, par conséquent les arbres, sont parfaitement capables de distinguer leurs racines de celles d'espèces différentes et même de celles d'autres individus de la même espèce. Mais pourquoi les arbres ont-ils un comportement social? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec
possible que toutes les espèces pratiquent le même altruisme, pas seulement les hêtres. Pour ma part, j'ai également rencontré de très anciennes souches encore vivantes, de chênes, de sapins, d'épicéas, de douclas. Les forêts plantées, comme le sont la plupart des forêts de conifères du centre de l'Europe, fonctionnent plutôt sur un schéma des enfants des rues dont nous parlerons plus loin. La plantation, endommageant durablement les racines, elle peine à se constituer en réseau. Les arbres de ces forêts sont des solitaires dont les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Il est vrai qu'ils ne sont pas destinés à atteindre un âge canonique, puisque selon les espèces, leurs troncs sont déjà considérés comme matures et vont être récoltés au bout d'une centaine d'années. Le langage des arbres. D'après le dictionnaire, la langue est la capacité des hommes à s'exprimer et à communiquer entre eux. Nous serions donc les seuls aptes à parler, puisque la notion ainsi définie se limite à notre espèce. Est-ce bien certain? Pourquoi les arbres ne s'exprimeraient-ils pas? Une chose est sûre, ils ne parlent pas et n'émettent aucun son. Les branches qui craquent quand il y a du vent, le bruissement du feuillage sont des phénomènes passifs indépendants de leur volonté. Les arbres disposent cependant d'un moyen d'attirer l'attention, l'émission d'odeurs. Les odeurs seraient un moyen de communication. Mais oui, et même un moyen auquel nous reconnaissons une certaine efficacité, sinon pourquoi utiliserions-nous du parfum et des déodorants? Notre seule odeur corporelle suffit pourtant à interpeller le conscient et le subconscient de nos congénères. Il existe des personnes que nous ne pouvons pas sentir, d'autres au contraire dont l'odeur nous attire irrésistiblement. D'après les scientifiques, les phéromones présentes dans la sueur joueraient un rôle déterminant dans le choix du partenaire avec lequel nous souhaitons nous reproduire pour assurer notre descendance. Nous possédons un langage olfactif secret, ce dont les arbres peuvent aussi se prévaloir. Dans les années 1970, des chercheurs ont mis en évidence l'étonnant comportement d'une espèce d'acacia de la savane africaine dont les feuilles sont broutées par les girafes. Pour se débarrasser de ces prédateurs très contraignants, les acacias augmentent en quelques minutes la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Dès qu'elles s'en rendent compte, les girafes se déplacent vers les acacias voisins. Voisins? Non, pas tout à fait. Elles ignorent tous ceux qui se trouvent dans le périmètre immédiat du premier arbre et ne recommencent à brouter qu'une centaine de mètres plus loin. La raison en est surprenante. Les acacias agressés émettent un gaz avertisseur, dans ce cas de l'éthylène, qui informe leurs congénères de l'imminence d'un danger. Aussitôt, les individus concernés réagissent en augmentant à leur tour la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Les girafes, qui n'ignorent rien du manège, se déplacent jusqu'aux arbres non avertis. Ou bien elles remontent le vent. Les messages olfactifs étant transportés d'arbre en arbre par l'air, si elles se déplacent dans le sens contraire au vent, le premier arbre voisin n'aura pas été informé de leur présence et elles n'auront pas à interrompre leur repas. Nos forêts tempérées sont le théâtre de phénomènes similaires. Les hêtres, les chênes, les sapins réagissent eux aussi dès qu'un intrus les agresse. Quand une chenille plante ses mandibules dans une feuille, le tissu végétal se modifie aussitôt autour de la morsure. Au surplus, il envoie des signaux électriques exactement comme cela se produit dans le corps humain en cas de blessure. L'impulsion ne se propage pas en millisecondes comme chez nous, mais à la vitesse d'1 cm par minute. Il faut compter 1 heure de plus pour que les anticorps qui font cacher la suite du repas des parasites soient synthétisés. Les arbres ne sont pas des rapides. En danger ou pas, c'est là leur vitesse maximale. En dépit de cette lenteur, aucune partie de l'arbre ne fonctionne isolément. Un agresseur met les racines en difficulté. L'information gagne l'ensemble de l'arbre et déclenche, si nécessaire, l'émission de substances odorantes par les feuilles. Pas de n'importe quelle substance. L'arbre les fabrique sur mesure en fonction de l'objectif à atteindre. Cette aptitude à réagir de façon ciblée l'aide à juguler l'attaque en quelques jours. Parmi tous les insectes qu'il sait reconnaître, un arbre est en effet capable de repérer le chenapan qui s'en prend à lui, car chaque espèce possède une salive spécifique qui permet l'identification avec certitude. Le système fonctionne si bien que des substances attirantes peuvent être émises pour ameuter des prédateurs spécialistes de l'espèce qui va se faire une joie de prêter main forte aux arbres en dévorant les parasites. Ça aussi, c'est pas une dinguerie. Les ormes et les pins font ainsi appel à de petites guêpes qui pondent leurs œufs dans le corps des chenilles qui les envahissent. Les larves de guêpes éclosent à l'abri, puis se développent en dévorant petit à petit la grosse chenille de l'intérieur. Il existe des morts plus douces, je le concède, mais c'est à ce prix que l'arbre libéré de ces parasites peut de nouveau croître et embellir. Petite parenthèse, leur capacité
quiconque est friand des petits organismes à l'œuvre se sent irrésistiblement attiré. Les arbres sont toutefois capables de se défendre seuls. Les chênes envoient des tanins amers et toxiques dans leur écorce et leurs feuilles. Si les ravageurs ne sont pas exterminés, au moins cela transforme-t-il la succulente salade en verdure immangeable. Les saules obtiennent le même résultat en fabriquant de la salicyline aux effets tout aussi destructeurs. Chez les insectes, pas chez nous autres humains, où une tisane d'écorce de saule, ancêtre de l'aspirine, atténue au contraire les maux de tête et la fièvre. Ce système de défense prenant du temps à se mettre en place, le bon fonctionnement du réseau d'alerte précoce est déterminant. Les arbres évitent de se reposer sur la seule voie des airs qui ne garantit pas que tous les voisins aient vent du danger. Ils préfèrent assurer leurs arrières en envoyant aussi leur message aux racines qui relient tous les individus entre eux et travaillent avec la même efficacité, qu'il pleuve ou qu'il vente. Les informations sont transmises chimiquement, mais aussi, ce qui est plus surprenant, électriquement, à la vitesse d'1 centimètre par seconde. Comparé à la vitesse de diffusion au sein du corps humain, c'est une extrême lenteur, mais il existe aussi dans le règne animal des espèces comme les méduses ou les vers qui ne sont guère plus rapides. Dès qu'ils ont connaissance de la nouvelle, c'est l'interlude Cacou qui mange. La pauvre Cacou, elle a une conjonctivite sévère en ce moment. Et du coup, matin et soir, il faut qu'on l'attrape. Il faut qu'on lui mette de la crème dans le globe oculaire, genre sur la surface du globe oculaire. Est-ce que vous avez déjà essayé d'empêcher un chat de bouger pendant que vous lui triturez l'œil? C'est difficile. Même si elle est vraiment extrêmement docile et qu'elle se laisse faire par nous, pas par le veto, par nous. En règle générale, là, l'œil pour elle, c'est genre trop le demander et elle devient hyper remuante. Et elle pleure et tout, enfin elle pleure, elle miaule. Elle pleure quoi. J'espère que vous appréciez les ASMR chat. Je vais en profiter pour aller grailler un truc parce que sinon enfin ça va continuer à faire la baleine. Dis bonjour gros bébé. On en revient aux arbres. Dès qu'ils ont connaissance de la nouvelle, tous les chênes environnants mettent à leur tour de grandes quantités de tanins en circulation dans leur vaisseau. Les racines d'un arbre s'étendent sur une surface qui dépasse de plus du double l'envergure de la couronne. Il en résulte un entrelacement de ramifications souterraines qui crée autant de points de contact et d'échange entre les arbres. Ce n'est pas systématique, car une forêt héberge aussi des solitaires et des individualistes réfractaires à toute idée de collaboration. Suffirait-il qu'une poignée de ronchons refuse de participer pour bloquer la diffusion de l'alerte? Non, heureusement, car la plupart du temps, des champignons sont appelés à la rescousse pour garantir la continuité de la transmission. Ils fonctionnent sur le même principe qu'Internet par fibre optique. La densité du système de filaments qu'ils développent dans le sol est à peine imaginable. Pour vous donner une idée, une cuillerée à café de terre forestière contient plusieurs kilomètres de ces filaments appelés if. Au fil des siècles, un unique champignon peut ainsi s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés et mettre en réseau des forêts entières. En transmettant les signaux d'un arbre à un autre par ses ramifications, il concourt à l'échange d'informations sur les insectes, la sécheresse du sol ou tout autre danger. Aujourd'hui, les scientifiques parlent même du Wood Wide Web. Wood Wide Web, comme le World Wide Web, vous savez le www. C'est World Wide Web et là c'est Wood Wide Web. J'ai beaucoup de mal à le dire en chuchotant, c'est très étrange. Aujourd'hui, les scientifiques parlent même du Wood Wide Web pour évoquer l'activité de ce réseau forestier. La recherche sur le
inconcevable qu'il écoute les arbres, cherche à capter les signaux chimiques d'alerte et teste d'une morsure dans l'écorce ou une feuille la réactivité des individus silencieux. Parfois, le mutisme est imputable à une atteinte pathologique grave, mais il peut aussi résulter d'une rupture de l'association avec le réseau de champignons. Coupé de toute information, l'arbre ignore qu'un danger le menace et s'épuise vers volonté pour les chenilles et les coléoptères. Les individualistes mentionnés plus haut sont tout aussi fragiles. Ils présentent certes les signes d'une parfaite santé, mais leur isolement les condamne à l'ignorance. Les arbres ne sont pas les seuls à communiquer ainsi entre eux. Les buissons, les graminées échangent aussi, et probablement toutes les espèces végétales présentes dans la communauté forestière. En revanche, dès que l'on pénètre dans une zone agricole, la végétation devient très silencieuse. La main de l'homme a fait perdre aux plantes cultivées beaucoup de leur aptitude à communiquer par voie souterraine ou aérienne. Quasi muettes et sourdes, elles sont une proie facile pour les insectes. L'utilisation massive de pesticides par l'agriculture moderne trouve là une de ses explications. Les exploitants des terres agricoles gagneraient à s'inspirer du fonctionnement des forêts et à laisser un peu de naturel réinvestir les cultures de céréales, de pommes de terre pour qu'elles recouvrent la parole. Les arbres et les insectes ont autant raison de communiquer que des seules tristes questions d'agression parasitaire et de maladie. Les signaux agréables existent et vous en avez sûrement déjà perçu, ou plus précisément senti. Je veux parler des messages olfactifs employés par les fleurs. Le parfum qu'elles émettent n'est ni fortuit ni destiné à nous séduire. Les arbres forestiers, les saules ou les châtaigniers diffusent des messages olfactifs pour attirer l'attention et inviter les abeilles à venir faire le plein chez eux. Le doux nectar que les insectes butinent est la récompense de la pollinisation qu'ils accomplissent à leur insu. La forme et la couleur des fleurs sont elles aussi des signaux destinés à les distinguer de toute la verdure du feuillage, un peu comme des panneaux publicitaires qui indiquent l'entrée d'un restaurant. Nous savons désormais que les arbres communiquent olfactivement, visuellement et électriquement par l'intermédiaire de sortes de cellules nerveuses situées aux extrémités des racines. Mais qu'en est-il de l'émission de son, donc de l'ouïe et de la parole? Quand j'affirme au début de ce chapitre que les arbres n'émettent aucun son, peut-être ne devrais-je pas être aussi péremptoire. Une équipe de chercheurs autour de Monica Galliano de l'Université d'Australie-Occidentale a entrepris d'écouter le sol. Travailler sur des arbres en laboratoire étant mal commode, ils ont préféré porter leur étude sur des semis de céréales, plus aisés à manipuler. Et de fait, les appareils de mesure ont rapidement enregistré un léger craquement des racines d'une fréquence de 220 Hz. Des racines qui craquent. Et ceci extraordinaire. Le bois mort aussi craque, ne serait-ce que lorsqu'il brûle. Le bruit constaté en laboratoire avait cependant de quoi interpeller. En effet, les racines des germes non impliqués y réagissaient. Dès qu'elles étaient exposées à un craquement de 220 Hz, les pointes s'orientaient dans la direction du bruit. Cela signifie que les graminées perçoivent cette fréquence, en d'autres mots, qu'elles entendent. Les végétaux échangeraient des informations par ondes sonores. L'idée ouvre de formidables perspectives. Communiquer par ondes sonores, nous savons le faire. Pour le coup, mon imagination s'emballe. Quel bouleversement si nous avions accès à ce que les hêtres, des chênes ou des pins ressentent, si nous pouvions comprendre ce qu'ils disent. Mais nous n'en sommes malheureusement pas encore là. L'exploration de ce domaine scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'empêche, lors d'une prochaine excursion en forêt, si vous percevez de légers craquements, pas sûr que ce soit le seul fait du vent. Ok, j'ai lu 28 pages et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que moi j'ai déjà plus d'une heure de vidéo à déroger. Je vous remercie pour votre attention et pour votre gentillesse en commentaire. Je préchote mais je sais que vous êtes gentil. C'est comme ça que vous êtes avec moi, vous êtes trop cool. Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et ben, je vous embrasse fort. J'espère que vous avez appris des choses sur les arbres. J'espère que vous allez attendre avec impatience les vidéos que je vous ai promis. Et j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir été aussi longtemps absent. Enfin, aussi longtemps, ça fait que 2 mois, mais ça aurait pu être 6 mois, franchement, à ce rythme. Là, j'ai juste aujourd'hui trouvé